Bonjour. Bon, je crois qu'on a de la difficulté. On essaie de se retrouver avec Anna. Je sais que vous étiez toutes conviées à une discussion avec Anna et moi. Ah, coucou. Bon, on va peut-être réussir, Anna et moi. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à se connecter. On y va, on y va. Bonjour à toutes, à tous. Merci d'être patients. On y arrive. Merci. Ah non, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Ben, moi non plus, j'ai pas compris. J'ai rien Enfin, compris. Les on est joies de la là, technologie. On est là, on a réussi. Merci à on tous, est, on est- toutes de votre patience. ouais, c'est clair. Et désolée pour les joies du direct, quoi. Oui, ben voilà, ben il faut que je m'habitue. Alors, on est ravis de t'avoir, on est ravis que tu aies accepté de venir discuter avec nous, Sarah. Merci beaucoup. Et avant d'introduire le sujet, de laisser te présenter. Donc, nous, on est Millet, donc je suis Anna de Millet. Donc, Millet est une marque qui a pour vocation d'aider à accompagner les femmes dans leur fluctuation hormonale, dans les grandes étapes de leur vie hormonale de leur vie, en fait. Et une précaution cependant, c'est que dans le live dont on va parler, donc qui est la problématique du trouble dysphorique prémenstruel, c'est des troubles assez lourds. Et l'idée de Millet n'est absolument pas de se substituer à un avis médical ou de faire quoi que ce soit de cet ordre, mais plutôt de t'écouter témoigner, parce que ton témoignage est courageux et hyper intéressant. Mais en toute modestie, j'avais envie de dire. C'est-à-dire que le but n'est absolument pas, en tout cas pour Millet, de se substituer aux médecins. C'est vraiment d'accompagner les femmes et les aider à repérer les potentiels déséquilibres hormonaux et de les accompagner dans leur vie hormonale. Voilà, donc maintenant que j'ai fait l'introduction, pour bien remettre les choses dans leur contexte, je vais te laisser te présenter en fait. Bon, ben écoute, je fais toujours la même présentation comme toi, c'est-à-dire que je fais toujours attention pour que les personnes qui nous écoutent sachent qu'évidemment, ceci est mon témoignage, c'est un témoignage personnel. J'ai évidemment fait beaucoup de recherches sur le trouble dysphorique prémenstruel, mais mes propos ne peuvent pas se substituer à des propos de vos médecins, de votre médecin, de vos spécialistes. Alors, je me présente, je m'appelle donc Sarah Rodrigue. Je suis notamment l'autrice de Maudites hormones. Pardon? Qui va bientôt être disponible en France. Alors, il était disponible et présentement, alors je le dis, la distribution est en suspens en France parce qu'on est en train de négocier peut-être une possibilité, un contrat avec un éditeur français. Donc, pour l'instant, toutes mes amies françaises qui voulaient se procurer et la plus grande communauté de Maudites hormones qui voulaient se procurer, ben, en France, doivent attendre. Mais je vais vous tenir au courant parce Ah que oui. j'ai vraiment hâte de pouvoir le distribuer et pouvoir partager encore plus avec la communauté en France. Je peux le dire dans ma présentation, je suis moi-même à moitié française, c'est-à-dire que ma mère est française, mes origines sont françaises. J'ai moi-même passé beaucoup de temps en France, étudié en France. J'ai marié un Français. J'ai pas fait exprès, mais ça a été, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai évidemment un attachement profond pour la France, pour la francophonie, évidemment, de façon générale. Et donc, voilà, et je suis une personne, à la base, je suis une politologue qui s'est recyclée en organisation d'événements, mais qui vivait parallèlement avec un trouble, un syndrome prémenstruel extrême, c'est comme ça que je le définissais avant, qui m'a amené dans des états, mois après mois, bon, on en parlera, mais des états dépressifs, des idéations suicidaires, des maux physiques extrêmes, euh, à partir de mes premières règles. Et donc, j'ai souffert de ce trouble jusqu'à l'âge de 41 ans. Et j'ai découvert à travers mes recherches, ma quête de guérison, que je souffrais de ce qui s'appelle un trouble dysphorique prémenstruel. Donc, l'une des choses que j'ai voulu faire, c'est d'écrire mon récit pour le partager de façon la plus transparente possible parce que je sais qu'on est nombreux. Je sais aussi que c'est une France qui est terrible, qu'on vit souvent très seul. Et c'est surtout un étudié qui est très... Puis de façon générale, je le dis, mon livre aussi traite de troubles dysphoriques prémenstruels et je dois préciser d'endométriose parce que je souffrais aussi d'endométriose. Le livre s'adresse de façon générale aussi à toutes les femmes qui vivent des souffrances hormonales dans la mesure où de façon générale, puis je pense que
devais être assez d'accord avec ça, et je sais qu'en France c'est le cas, il y a très peu d'études de façon générale sur les questions hormonales, très peu de solutions qui sont apportées. Le corps médical semble avoir abandonné cette discipline, donc on est un peu obligé, nous, de pallier par de la sensibilisation, parce que vous faites, voilà, de se prendre en main finalement, et ça a été une des façons pour moi, cette initiative de ce livre, mais aussi je suis devenue blogueuse, voilà, j'essaie de sensibiliser le plus possible et d'aider comme je peux les femmes qui vivent et le trouble dysphorique prémenstruel ou l'endométriose ou d'autres troubles hormonaux, mais à ma façon, c'est-à-dire, encore une fois, je ne suis pas un médecin, mais je pense que j'ai des informations et des partages intéressants. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci pour cette introduction. La première question que j'ai envie de te poser, c'est en quelques mots, c'est quoi un TDPM, enfin, ce qu'on appelle trouble dysphorique prémenstruel? Alors, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est un diagnostic qui est posé. Et alors, il y a très peu encore d'études qui peuvent confirmer, disons, la cause exactement, mais ce qu'on constate à la base, c'est qu'un trouble dysphorique, j'ai de la difficulté maintenant à le dire pourtant, le trouble dysphorique prémenstruel est causé, serait causé, on va dire, par une extrême sensibilité aux fluctuations qui, elles, sont normales, c'est-à-dire une réactivité de notre cerveau aux fluctuations qui sont normales, donc les fluctuations hormonales qui seraient normalement, bien évidemment, qu'on vit au début de nos règles, au niveau du cycle menstruel, à la grossesse, après la grossesse, ça peut être à l'allaitement. Donc, des variations qui sont toutes normales, entre guillemets, encore une fois. Les personnes qui ont le trouble dysphorique prémenstruel le ressentent à des millions de pourcents. Et donc, c'est l'équivalent d'un syndrome prémenstruel, mais sous stéroïdes. Ce qui veut dire que la majorité des femmes qui en souffrent vont souffrir de dépression à tous les mois, souvent d'idéation suicidaire, de tristesse, d'irritabilité, de perte d'intérêt, de perte de concentration, difficulté à simplement se lever le matin. Après, il y a les maux physiques. Alors, généralement, ça vient avec des maux de tête, avec des maux oculaires, avec des douleurs articulaires. Bref, je peux continuer comme ça. Puis, je pense que de façon générale, les femmes qui ont un syndrome prémenstruel peuvent déjà avoir une idée, voilà, des symptômes. La différence avec le trouble dysphorique prémenstruel, c'est que ça nous amène, souvent à plusieurs journées. Alors, moi, exemple, je souffrais 10 jours par mois de symptômes qui étaient complètement incapacitants. C'est à peu près le nombre de jours dont parlent les femmes. Et la différence aussi, c'est le degré, c'est l'intensité, en fait, des symptômes qui a un impact majeur dans notre vie au point de nous empêcher de fonctionner. Voilà. C'est la grande différence entre un syndrome prémenstruel qui n'est pas à sous-estimer non plus, soit dit en passant, parce qu'on peut extrêmement souffrir d'un syndrome prémenstruel, mais dans le trouble dysphorique prémenstruel, il y a un petit peu l'intensité qui est un peu, qui est un peu soutenue, plus soutenue, en tout cas beaucoup plus soutenue, je devrais dire. Voilà. Et c'est un symptôme qui est reconnu pour l'instant en psychiatrie. D'accord, ça relève de la psychiatrie. Pour l'instant, oui. C'est-à-dire que le seul diagnostic qui existe présentement, c'est dans le manuel des troubles, alors manuel statistique qui est des diagnostics des troubles mentaux. Il y a l'OSM, l'Organisation de la santé mondiale, qui a reconnu enfin le trouble dysphorique prémenstruel, mais c'est le seul endroit où on trouve même la mention du trouble dysphorique prémenstruel, c'est effectivement en psychiatrie. D'accord. Ouais, voilà. On va aborder ça sur la question du parcours de soins et de la spécialité sur laquelle de quoi ça dépend en fait, ouais, voilà. La spécialité médicale. Mais d'abord, je voudrais revenir en arrière sur, pour toi, combien de temps il a fallu pour diagnostiquer clairement le trouble? Alors, je dirais 20 ans. 20 pendant ans. 20 ans. Ouais, pendant 20 ans. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'évidemment, ça commence généralement soit au moment des règles. Comme moi, ça a été directement, première règle, il y a quelque chose qui clochait clairement. Évidemment, comme toute jeune femme qui commence ses règles, ben, on n'est pas au courant. Tout est nouveau pour nous. Donc, on ne peut pas comparer une normalité, entre guillemets. Donc, moi, je sais a posteriori qu'évidemment, dès mes premières règles, il y a quelque chose qui n'allait pas. On confond d'ailleurs souvent la puberté avec ce type de... Voilà, on peut penser que c'est plutôt des effets de la puberté, donc d'être très déprimé, de sentir très sombre, de sentir finalement lourde, la perte d'intérêt, bref. Donc, on a tendance, ou à l'adolescence même, on a tendance à confondre finalement des symptômes qui ne sont pas tout à fait normaux avec l'adolescence. Donc, ça, c'est un problème. Mais dans mon cas, ça a commencé dès mes premières règles.
où à chaque mois, donc 2 semaines par mois, j'étais la Sarah, joyeuse, heureuse, avec évidemment tout ce qui vient avec ma personnalité, les aléas de la vie, etc. Mais du jour au lendemain, je tombais dans un trou, dans un puits. Du jour au lendemain, à tous les mois. Mais je ne savais pas ce que j'avais. Donc, ça a commencé mes premières règles, mais chez certaines femmes, souvent, c'est à des moments, souvent après les grossesses, on remarque. Donc, après des moments assez marqués au niveau du changement hormonal, au niveau de la fluctuation, c'est comme s'il y a un petit déclencheur et beaucoup de femmes le remarquent que c'est après leur premier, deuxième enfant ou au moment voilà, du postpartum ou au moment de l'allaitement ou souvent, c'est quand il y a un petit déclencheur au début des règles ou après la grossesse qu'on constate que il y a un souci. Voilà, moi, ça a été ça, puis ça a pris 20 ans. Puis quand je dis 20 ans, ça a été 20 ans de recherche quand même, parce que je suis quelqu'un d'assez acharné. Et je souffrais tellement qu'il fallait que je trouve une solution que j'ai quand même cherché et vu à peu près, je dirais, une cinquantaine de spécialistes à travers ma vie avant de trouver une solution. Et dépenser l'équivalent d'une retraite dorée aux Bahamas en supplément et en, en consultation privée et en... Ouais. Donc, c'est très long. En moyenne, c'est à peu près, je dirais, c'est ça à peu près. Et donc, j'imagine avec des traitements en fonction des spécialités. Donc, tu as dû avoir des contraceptifs, des antidépresseurs, enfin, vous avez tout essayé, j'imagine. En fait, j'ai tout essayé. Bon, quand j'ai eu au début de mes règles, on n'était pas encore la nouvelle génération des pilules contraceptives parce que ça a évolué, mais c'est à l'époque où de toute façon on donnait la pilule contraceptive à peu près en tout cas à toutes mes amies, toutes mes copines. Je sais pas comment c'était en France, mais je sais que bon, je suis un peu plus vieille que toi, je crois, mais je sais qu'à l'époque. Pas beaucoup, je pense. Moi, j'ai 39 ans. Oui, j'aime bien que tu réfléchisses aussi. Bon, 43, c'est bon. On est à peu près dans la même tranche d'âge. Je sais pas comment c'est en France, mais je sais que nous, les filles, les jeunes filles, alors, puis c'était pas que pour des raisons de protection, évidemment, au niveau de la grossesse, c'était vraiment pour les douleurs, voilà. Moi, j'avais des grosses douleurs, il faut dire aussi. Donc, j'ai vécu un peu le même cheminement pour l'endométriose. C'est juste que j'ai été malchanceuse. J'ai eu l'endométriose et le trouble dysphorique prémenstruel. Donc, j'ai pris alors toutes les sortes de boîtiers couleurs. Hein, il y avait toutes les sortes. Hein. On dirait qu'une compagnie sortait des pilules, des boîtiers à un nouveau nom à chaque mois. Donc, je les ai toutes essayées. Et donc, j'ai beaucoup essayé la pilule. Après, on est tombé sur des antidépresseurs, effectivement. Puis après, ben, je dirais que je suis allée dans le naturel parce que j'ai constaté qu'il n'y avait aucune amélioration au niveau des traitements pharmacologiques au moment où je les essayais. Et donc, ben, j'ai plongé à fond dans les changements alimentaires, dans les suppléments, après les chiro, les acupuncteurs, je ne peux pas tous les nommer, mais et ce que je dois dire, c'est qu'évidemment, ce processus-là m'a évidemment aidé. C'est-à-dire que ça m'a soutenu. C'est évident, puis je le dis, je crois que dans mon cas, j'ai pas trouvé la plante ou l'homéopathie ou la gélule de supplément qui m'a sauvée, en guillemets, mais c'est sûr que ça m'a aidé à renforcer mon système immunitaire, mon système nerveux et à calmer un petit peu parfois. Mais c'est sûr que ça n'a pas réussi à me guérir, entre guillemets, du trouble dysphorique prémenstruel, ni à soulager beaucoup mes douleurs. Mais le parcours que j'ai fait m'a quand même fait réaliser bon, le potentiel au niveau évidemment naturel. Hélas, même dans le milieu naturel, les praticiens ne connaissent absolument pas cette condition. Et il faut dire qu'il y a quand même une différence entre le trouble dysphorique prémenstruel, je crois, et ça c'est mon hypothèse, qui est soutenue quelque part, mais bon, c'est mon hypothèse, c'est que la différence entre un trouble dysphorique prémenstruel ou un SPM même fort, c'est que dans un SPM fort, on va avoir plutôt un débalancement, on va constater le débalancement hormonal. Et on va pouvoir le soutenir grâce aux plantes et à d'autres traitements. Ben, pas traitement, je ne cherche pas le mot traitement, mais suppléments, exemple. Et on va effectivement constater qu'il y a un débalancement hormonal. Dans le trouble dysphorique prémenstruel, la difficulté, c'est une hyperréactivité dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on ne constate pas de débalancement hormonal chez la femme qui a le trouble dysphorique. Il n'y a pas de déséquilibre. C'est la fluctuation hormonale qui crée... Voilà. Il peut en avoir un aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'en souffre pas, mais ça veut dire qu'à la base, c'est un peu ça la difficulté. Voilà, c'est un peu la difficulté. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà. Je ne sais pas, hein, je me suis lancée, puis je ne sais plus où on en était. Allô? Oui, je t'ai perdue pendant 2 secondes, mais ça y est, t'es de revenu. Voilà. Donc, alors, voilà, et donc, un jour, il y a un médecin qui a posé le diagnostic. Donc, ce médecin était psychiatre.
Ouais, une psychiatre. Et alors, quel effet ça fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand enfin on te met un mot sur ce qu'on a? Ben, c'est sûr que c'est un monde qui s'ouvre, en fait. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre où, enfin, on me laisse respirer. Je crois que la première chose que ça fait, en tout cas, c'est de réaliser qu'on n'est pas folle. C'est-à-dire que année après année, à force de vouloir avoir un diagnostic, d'être face à des spécialistes qui te répondent que finalement, puisqu'ils n'ont pas la réponse, c'est donc de ta faute ou c'est donc dans ta tête, parce que c'est un peu ça la logique. La logique, c'est si un spécialiste ne peut répondre, donc n'a pas de raison ou n'a pas d'explication à tes mots, généralement, ben, on retourne ça vers toi en disant, bon, ben, écoute, c'est toi qui dois l'inventer, ou tu somatises, ou tu es trop stressé, ou et je comprends, mais évidemment, fur et à mesure, j'ai commencé à intégrer le fait que je devais être finalement trop stressée, trop trop sensible, euh, pas assez forte dans la vie, alors que je l'étais. Bon, bref, donc finalement, j'ai internalisé beaucoup de choses qui finalement me culpabilisaient moi. Il me faisait sentir que c'était moi qui avais un problème. Et quand une psychiatre avec son sarrau blanc très sérieuse, qui était effectivement dans une clinique de psychiatrie assez sévère, me disait, ben non, vous souffrez vraiment d'un trouble qui a un nom, elle m'a montré dans le manuel, tout. Ça a été pour moi un soulagement extraordinaire parce que c'était me dire, voilà, vous n'êtes pas folle, ça existe. Euh, Après, c'est comme la deuxième étape qui doit s'enclencher. Après, il y a la question de trouver la façon de soulager ce symptôme. Mais c'est Alors, sûr. ouais, c'est la Ouais, deuxième question que j'allais te poser. c'est En ça. termes de parcours de soins, enfin de méthode de prise en charge, quelles conséquences ça a eu de poser un diagnostic? Ça n'a pas eu tant que ça, je vais être franche. Puisque personne n'a vraiment de réponse, puisque c'est la psychiatrie, disons ça comme ça, puisque c'est la psychiatrie souvent qui pose ce diagnostic, bon, les gynécologues commencent à s'y intéresser, à le poser aussi. Hein. Moi, j'ai trouvé une gynécologue qui, beaucoup plus tard, m'a beaucoup aidé. Mais c'est sûr que le premier remède, puisque c'est la psychiatrie qui diagnostique, ce sont les antidépresseurs. Donc, c'est un Donc, peu on le... revient, ouais, Et on revient aux antidépresseurs. ouais. Parce que voilà, donc, mais on nous dit, ben voilà, il y a des nouvelles classes d'antidépresseurs. Mais il y a eu aussi des études quand même qui ont prouvé que pour certaines personnes souffrant du trouble dysphorie prémenstruelle, les antidépresseurs peuvent avoir un effet. Dans mon cas, à part m'avoir empêché de couler, très clairement, des moments très, très sombres dans ma vie, parce que ça a un impact dans toutes les sphères de notre vie, ce trouble. Ça nous empêche de travailler, ça nous empêche d'être présent pour notre famille, ça nous empêche d'être présent auprès de nos amis. Bref, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans notre vie, beaucoup de souffrance. Les antidépresseurs m'ont empêché à certains moments de couler, mais n'ont certainement pas réduit je veux dire, les 10 jours de souffrance n'ont pas du tout été diminués. Donc après, ben, c'est trouvé par soi-même. Encore une fois, je suis retombée dans les traitements naturels, mais de façon différente cette fois-ci, parce que là, je comprenais que c'était au niveau beaucoup plus de mes neurotransmetteurs, qu'au niveau d'un débalancement hormonal. Dans mon cas, puis là, je le répète vraiment, je suis un cas assez sévère. Il y a des femmes qui trouvent autrement. Moi, dans mon cas, ce qui a fini par me guérir, ça a été une hystérectomie ovariectomie. Donc, ça ne veut pas dire du tout qu'on est obligé d'aller jusqu'à ce dernier recours. C'est vraiment un dernier recours, hein, c'est quand même une grosse décision tout. Ce que ça veut dire, par contre, ça veut dire que voilà, il faut se faire confiance, il faut écouter ses symptômes, mais il faut les tester, les traitements. Euh, euh, mais je Ouais, pense que de c'est plus en pas plus, même de mener l'enquête et de chercher les ressources qui leur font du bien, quoi. voilà, Les moyens qui leur font du bien. parce Il y qu'il a, n'existe pas encore de traitement spécifique. ouais. Et en plus, pour chaque femme, c'est particulier. Absolument. Ouais. Il y a un commentaire qui est passé, je ne sais pas si tu t'as vu, où il y a Non. quelqu'un qui a dit sur moi, on a posé le diagnostic de bipolarité. Donc en Ah, fait, si la question que j'ai envie de te poser, c'est la complexité de ce diagnostic, parce que je crois qu'on confond beaucoup entre oui, la bipolarité, la dépression. Enfin, c'est des méandres un peu compliqués à, comment dire, à extraire, quoi. oui, absolument. Ben oui, puis c'est étonnant parce que ben, c'est pas étonnant en Oui, fait. c'est encore une étoile. Oui, c'est moi. C'est sûr que euh, c'est pas étonnant en fait, parce que c'est vrai que les symptômes peuvent se ressembler et je dirais que la majorité, je pense que, en tout cas, j'ai pas fait une recherche, un sondage précis, mais la majorité des femmes qui témoignent disent qu'elles ont aussi eu le diagnostic avant de bipolarité ou de dépression ou de troubles anxieux. Et je pense qu'on confond.
je pense que c'est vraiment important de distinguer donc le trouble dysphorique prémenstruel, qui a des symptômes qui sont similaires à ceux, exemple, de la bipolarité, surtout dans le creux, au niveau du creux. Oui. C'est là. Mais la grande différence, c'est que le trouble dysphorique prémenstruel, et c'est pour ça que c'est important de tenir un journal, bon, je pourrais dire, mais pour diagnostiquer un trouble dysphorique prémenstruel, la première chose qu'on va vous demander, c'est de diagnostiquer, pas de diagnostiquer, de documenter, pardon, vos règles. Donc, tous les symptômes, chaque jour du cycle, noter ces symptômes et tout. Et donc, la différence, c'est qu'au niveau du trouble dysphorique prémenstruel, on va vraiment voir le parallèle avec le cycle menstruel. Au niveau de l'ovulation, dès que l'ovulation, on sent que, oh, là, voilà. Alors À que, ce sujet-là, vas-y. j'interromps juste 2 secondes. Il y a un livre, je ne sais pas si vous voyez, c'est Psy non hormonal. C'est une médecin qui s'appelle Marion Luc, qui est australienne, je crois. Ouais. Oui, et en fait, et qui a écrit un livre là-dessus, où elle met en parallèle, effectivement, où elle reprend des carnets de bord de femmes célèbres et elle met en parallèle les moments du cycle avec Voilà. leurs humeurs. Enfin, c'est hyper documenté, Voilà. c'est pas mal. Et c'est primordial dans le diagnostic. Et c'est ce que des psychiatres ou psychologues font pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il faut nous-mêmes, on ne constate pas nécessairement, ça semble con peut-être, mais même nous, ça nous prend des années à réaliser que c'est associé en fait. On parle de troubles dysphoriques prémenstruels, que notre humeur fluctue en fonction de notre ovulation et notre variation hormonale. On se dit qu'on est SPM, mais on se dit pas, on réalise pas à quel point on est collé à notre système hormonal au niveau cyclique. Alors qu'au niveau du trouble anxieux ou de la bipolarité, ça ne veut pas dire que vous ne souffrez pas non plus de troubles dysphoriques prémenstruels ou vice-versa, mais il n'y aura pas ce parallèle avec le cycle menstruel. On ne verra pas du tout ce même cycle qui est lié vraiment au déclenchement au niveau de l'ovulation, souvent là, à toute la période juste avant les règles. C'est un peu la différence, mais c'est sûr qu'on confond après les symptômes parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Ouais, mais c'est marrant parce que quand on a interviewé beaucoup d'experts de tous bords et notamment des médecins, et parmi eux, il y avait un psychiatre qui disait, moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point les femmes ne font pas forcément le lien Oui, entre leurs propres humeurs et leur état émotionnel oui, et le moment du cycle. Et en fait, l'idée qu'elles puissent changer d'humeur 2, 3 fois par cycle, en fait, c'est pas intégré par certaines femmes. Et en fait, plus tu t'observes en fonction oui. du moment, et plus tu t'apprends à, à caler ta vie, tes grandes décisions, les Ouais. moments où tu vas être plus sociable, etc., en fonction de ce cycle. Ce que je dois dire dans le diagnostic, exemple, tu me demandais qu'est-ce que ça a changé, ben ça a été c'est que j'ai commencé à adopter des techniques comme celle dont tu parles, c'est-à-dire que de vraiment Ouais. intégrer mon trouble. Donc, j'ai décidé, oui, j'ai un trouble médical, n'est-ce pas? L'intégrer à ma vie et le prendre de la même façon que si j'avais le diabète, exemple, je fais attention voilà, à mon glucose, à mon taux de sucre, etc. Ben, de la même façon, je faisais attention, je documentais mes règles, je savais à peu près, bon, quand est-ce que j'allais ovuler. Il y a des femmes même qui ovulent puis qui ont des symptômes plus forts au moment de l'ovulation qu'au moment des règles. Et il faut le savoir, le reconnaître. Donc, la meilleure façon, c'est de documenter. Il existe plein d'applications. Même en France, vous avez Priscilla qui TDPM et moi, je lui fais de la pub, mais qui a monté un bullet journal voilà, qui sert exactement que pour ça, va documenter ses règles et à finalement adapter sa vie à notre cycle menstruel parce que la vie est bizarrement faite. La vie est pas faite pour la vie est pas adaptée en fait à notre rythme à nous les femmes Ouais. qui avons un rythme voilà qui vague comme ça et il faut apprendre à adapter notre vie à cette façon d'être pour celles qui en souffrent. Bon, il y en a peut-être qui en souffrent pas, mais on est quand même 80% à peu près des femmes et plus, je pense, à vivre quand même avec un symptôme menstruel. Et donc moi je m'adresse à toutes les femmes quand je dis ça, je parle pas juste du trouble dysphorique prémenstruel. D'accord. Et dans le même genre, moi aussi, je vais faire de la pub. Il y a une Vas-y. initiative par MedFem, je ne sais pas si tu connais, c'est en France. Et Paola, elle s'appelle, et elle a créé un petit carnet. Alors, c'est spécifique aux douleurs vulvaires. Et Ouais. le carnet s'appelle Mode Vulve. Et l'idée, c'est d'étudier en fonction du cycle le moment du potentiel inconfort intime ou pas. Et c'est Ah, pareil, c'est l'idée de s'écouter, en fait, d'écouter ses propres exact, exact, voir. exact. Et alors, c'est marrant parce que, effectivement, l'idée de tenir un agenda et l'idée de s'observer, en fait, au fur et à mesure du cycle, je pense effectivement que c'est capital. Et en même temps, tu vois, moi, je suis toujours sur la tangente, c'est-à-dire le moment où on va tomber
la discrimination avec des guillemets, enfin le moment où on va dire bah oui, mais c'est normal, c'est hormonal. Enfin, c'est ah bah oui, mais c'est les hormones. Et en fait, non, tu vois, En la ligne, fait, elle est ténue. elle est ténue, mais en fait, il faut le garder secret. C'est-à-dire que les autres n'ont pas le droit de nous expliquer qu'on est hormonal. C'est ça la différence. C'est qu'on Ouais, peut se voilà. sentir hormonal sans... Non, mais je rigole, mais tu as raison. Tu as raison, c'est-à-dire qu'on peut tellement tomber dans la caricature, hein, justement, la caricature de la femme trop hormonale. Donc, tu as raison, c'est comme il y a une ligne ténue entre blâmer les hormones et s'écouter au point où, voilà, tout devient hormonal de toute façon. Donc, non, tu as raison. Mais je pense que, voilà, moi, j'ai jamais apprécié qu'on me dise que c'est parce que si je gueulais pour une raison ou une autre, que c'est parce que c'est hormonal. Il y a aussi une question de personnalité et, et pas juste de personnalité, évidemment, mais oui, t'as raison. T'as raison. Puis c'est pour ça que je pense que ça doit rester très privé dans la famille. Et que, Je peux pas trop mais, te dire à quel moment du cycle on en est. mais tu vois, je dis ça, puis c'est très marrant, puis voilà, ça soulève plein d'enjeux. Je dis ça, mais je connais quelqu'un qui, après avoir lu mon livre, puis mes témoignages, puis mes blogs et tout, qui a décidé d'en parler au boulot, qui a décidé d'annoncer à tout son entourage en disant, ben voilà, j'ai une condition. Et c'est pour ça que 2 semaines par mois, ben, je semble être un monstre. Et je vous l'explique, je n'y peux rien. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Parce que finalement, je me disais, ben voilà, si elle peut pas le changer présentement, c'est sa réalité concrète et que ça a des implications sur tout son environnement, ben vaut mieux prévenir tout le monde. Et moi, j'ai trouvé ça assez génial, en fait. Je trouve ça assez fantastique d'être capable de l'assumer. Ouais, ouais, Mm. complètement. Il y a un commentaire là. Oui, Ce mythe utilisé par les hommes, il faut dénoncer sans pour autant oublier de prendre conscience de ouais, son cycle. ouais, Ouais. absolument. Oui, ouais, absolument. Je suis d'accord. C'est ça qui est difficile pour moi, c'est d'être capable de parler d'hormones sans renforcer effectivement le stéréotype classique et le mythe autour de la femme qui est trop sensible, qui est pas capable de prendre des décisions parce que trop hormonale. Je suis tout à fait d'accord, hein. Mais c'est bizarre parce que quand je parle, que ça soit à quelqu'un comme toi ou j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose entre nous, on se comprend, donc on peut s'en parler. Il faut des espaces privés. Et quand je dis privé, c'est pas le mot, c'est pas tout à fait des espaces d'intimité où on peut justement parler de nos hormones en toute transparence, sans avoir peur justement d'être jugé ou catalogué, parce que je pense que c'est ça qui nous a eu un peu, c'est le fait qu'on est tellement euh, qu'on en ait si peu parlé entre nous même. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas tant que ça. Et je pense que c'est plus une force d'en parler et de l'assumer. Et finalement, ben, c'est sûr qu'il faut que les hommes, c'est leur travail aussi, hein? Ouais. Et puis d'ailleurs, on va en parler des hommes parce que Oui, il y a une initiative que tu as eue avec ton conjoint qui a l'air hyper bien et j'aurais voulu que tu nous en parles. Mais oui. avant que tu nous parles de ça, attends, je lis juste le commentaire. C'est le genre de choses qu'il faut vivre pour comprendre entièrement. Hmm. Ouais, Ouais, ok. ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Ben, c'est ça. Je- c'est intéressant ce commentaire parce que je pense que même sachant que je souffrais du trouble dysphorique prémenstruel, mes amis proches, exemple, pouvaient pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a tellement un changement dans la personnalité et dans l'énergie de la personne qui souffre du trouble dysphorique prémenstruel, tellement soudain. C'est vraiment deux Sarah. Et donc, c'est hallucinant pour l'entourage de nous voir, je ne sais pas, à une soirée en train de prendre un coup, rigoler ou d'être très présente au travail et le lendemain, pour pouvoir répondre au téléphone pendant 2 semaines. Donc, c'est quand même frappant. C'est vraiment Donc, oui, effectivement, tant qu'on ne l'a pas vécu, on a un peu de difficulté à comprendre. C'est vrai. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Et la question que j'ai envie de te poser après, on revient au fil chronologique en fait, c'est quelle spécialité médicale a, a pris en charge ta problématique? C'est un gynéco, c'est un psy, c'est un Oui. endocrino, c'est qui? Ah, ben, j'aurais aimé. Alors, quand je suis allée voir un endocrino, il m'a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. Donc, parce que je suis arrivée avec le diagnostic en disant, ben, écoutez, vous avez dû faire des études, je ne peux pas croire. Donc, on m'a, voilà. Non. Ouais, Hélas, j'ai effectivement. l'impression qu'en endocrinologie, je me trompe peut-être, mais pour en avoir vu quelques-uns, puis voilà, j'ai pas l'impression que c'est une discipline qui prend ça en charge. Je dirais vraiment, moi, dans mon cas, ce qui m'a aidé, ça a été ma gynécologue que j'ai trouvée, qui connaissait le trouble dysphorique prémenstruel, qui m'a reçu dans son cabinet. Moi, j'avais déjà eu mon diagnostic plusieurs années quand même plus tard. Je suis allée la voir. Et parce que j'avais besoin de voir une gynécologue, hein, mais je lui ai parlé, le moment où elle m'a dit oui, je connais le trouble dysphorique prémenstruel, voilà, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu parler de mes symptômes.
Elle a insisté au début un peu pour que je prenne des types d'hormones et j'ai refusé en expliquant, il faut le dire, là, pour celles qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, c'est que moi, ça a été au point, mon trouble dysphorique prémenstruel était si fort que ça a été au point de me mettre dans des états pré-psychotiques au moment de la grossesse. C'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent du trouble dysphorique Les états prémenstruel. comment? Pardon, j'ai pas bien compris. Alors, les grossesses m'ont plongée dans des états pré-psychotiques D'accord. tellement j'étais sensible à la variation hormonale. C'est-à-dire la hausse de progestérone au début d'une grossesse m'a fait mais complètement péter les plombs. Au point vraiment où j'ai été psychiatrisée, et voilà, et ça a été extrêmement difficile. Et j'ai eu une première grossesse voilà, qui m'a permis d'avoir ma fille. Et j'ai là eu 2 autres grossesses qui ont dû être interrompues, mais vraiment parce que je risquais ma vie, ma santé mentale, mais ma vie, vraiment. Donc, parce que j'ai vécu ça, j'ai compris que je ne pouvais plus jamais prendre une hormone de ma vie, que je ne pouvais plus avoir aucune fluctuation. Bon, je ne pouvais rien faire pour le cycle menstruel à ce moment-là, mais et donc la gynécologue a compris l'intensité. Et c'est là où j'ai trouvé ça bien parce que beaucoup de gynécologues ont insisté en disant ben, il faut essayer tel traitement, mais il y a des traitements hormonaux qui peuvent nous plonger, mais dans un désespoir complet. Certaines, d'autres pas. Et donc, la gynécologue a compris ça et celle qui m'a accompagnée jusqu'à l'hystérectomie, l'ovariectomie, à un moment donné, quand j'ai dit, OK, c'est bon, je ne peux plus. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Ça bouffait ma vie en entier. Je ne pouvais plus. Il n'y avait plus rien à faire. Je veux dire, il fallait que quelque chose se passe pour que je continue à vivre. Et donc, moi, dans mon cas, ça a sauvé ma vie. Et c'est la gynécologue qui m'a effectivement accompagnée à travers tout ça et qui a donc accepté que, parce que c'est pas donné, hein, il faut supplier presque les gynécologues pour faire une hystérectomie, ovariectomie dans nos cas. Donc, dans mon cas, Et voilà. maintenant, comment ça va? Très bien. Comment ça va? Je vais Ça y est? beaucoup mieux. Ben, c'est sûr que je dois vivre donc maintenant avec la ménopause parce qu'à 41 ans, j'ai été ménopausée du jour au lendemain. Donc maintenant, je vis avec une ménopause. J'ai décidé de prendre de l'oestrogène un peu en plus parce que j'étais très jeune pour être ménopausée. Mais je veux dire, c'est sûr que je revis, sinon je suis ressuscitée finalement. Alors, je vais toujours vivre avec les séquelles du trouble dysphorique prémenstruel. Les séquelles sont psychologiques. Au niveau de mon taux d'énergie, c'est plus le même. Trop vécu, on en sort un peu en choc post-traumatique. Ça serait tout un autre volet. Mais beaucoup de femmes le disent aussi. On en sort un peu en choc post-traumatique. Ça nous prend du temps à même revivre mois par mois sans être complètement paniqué du mois qui arrive, des prochains symptômes. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris presque, ça fait 1 an et demi maintenant. Et je suis encore un peu, je sors tranquillement du choc post-traumatique. Mais c'est sûr que dans mon cas, cette intervention a sauvé ma vie sans aucun doute. Je suis très contente d'avoir pris cette décision, même si ça m'a demandé beaucoup de voilà, j'ai eu l'impression de sauter sans parachute. Puis je me suis dit, ben voilà, il faut que ça fonctionne parce que c'était le dernier recours à ce moment-là. Bon, ben, ravie Ouais. que tu aies trouvé la solution, quoi. Ouais. Je voudrais revenir avec toi sur ce que tu disais au sujet de la grossesse, parce qu'en fait, c'est une sorte parce qu'on entend beaucoup parler du postpartum. Ouais. Non, Non, on n'entend pas assez parler du postpartum. On a commencé à parler du postpartum. Ouais. Mais on entend très peu parler de l'antépartum. C'est comme ça qu'on Absolument. Ouais. Et Ouais. en fait, c'est un phénomène, t'as regardé un peu, c'est un phénomène qui... Oui, oui. Ben là, c'est tout un autre chapitre aussi. Voilà, je consacre un peu du temps dans quelques pages, ben, plus que quelques pages dans mon livre, mais c'est vraiment un dossier que je vais approfondir aussi dans mes articles et tout, et dont je veux parler avec plusieurs. C'est effectivement un phénomène qui est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Et en fait, je dirais, moi, selon moi, là, j'ai pas les chiffres, mais honnêtement, je pense que quand on commence à en parler, ça va être un peu comme le postpartum. Tout d'un coup, ça va commencer. Je sais qu'il y a un article qui est sorti à mon sujet il y a 6 ans, j'en avais parlé à une journaliste. Et elle a publié l'article et elle a dit, j'ai été inondée de... Bon, à l'époque, j'en parlais pas publiquement. Hein. Elle a pris mon nom, elle a pris mon témoignage, mais elle a été inondée de courriels en disant, mais j'en reviens pas que vous parliez enfin de la dépression prénatale, anténatale. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, j'ai été plongée en dépression. Et donc, je sais que dans les pays anglo-saxons, on en parle un peu plus, on est plutôt en avance que dans ces domaines-là. Mais oui, ça existe, il faut le dire. Moi, dans mon cas, je pense que je suis tombée en dépression, mais ça a été plus que la dépression. Là, j'étais vraiment en état pré-psychotique, j'ai été diagnostiquée le lendemain de la conception. C'est même pas une blague, là, plus ou moins. Je veux dire, 4 jours après la conception, sans savoir que j'avais conçu, parce que j'ai essayé pendant 1 an et demi avec mon conjoint.
J'ai commencé à me sentir très, très, très mal. Et au point où j'ai été alitée et incapable de bouger, de me nourrir, de me laver, incapable de réfléchir, incapable de même me focusser sur une émission de télévision. Je dirais vraiment la bague au coin de la bouche, à fixer un mur blanc pendant 4 mois pendant ma grossesse. Les 4 premiers mois de ma grossesse, de ma première grossesse, ça a été ça. Et on savait pas ce que j'avais. Et à cette époque-là, il faut dire que j'avais pas eu mon diagnostic et que malgré ça, les psychiatres s'obstinaient en me disant que voilà, que c'est parce que j'étais stressée par la grossesse ou c'est parce que j'étais pas prête ou ils me questionnaient sur ma relation fusionnelle avec ma mère ou tu vois. Le truc complètement décalé quand tu... Alors, je dis pas que j'ai pas à travailler sur la relation fusionnelle avec ma mère, c'est pas ce que je dis, mais j'ai travaillé d'ailleurs, si ça peut rassurer celles qui nous écoutent, mais c'était hallucinant parce que je me souviens que et ma mère et mon copain disaient, mais vous pensez pas que c'est un lien avec le fait qu'elle souffre tellement de ses règles et tellement de son cycle hormonal et que dès qu'elle a une variation hormonale, elle devient complètement capotée. Vous pensez pas que c'est un lien? Et jamais, il n'y a aucun, et j'en ai vu, j'ai été hospitalisée, aucun psychiatre ou autre spécialiste ou gynécologue ou obstétricien m'ont dit, peut-être que vous souffrez d'une condition qui fait que vous supportez pas la variation hormonale. Donc, ça a été un cas extrême, mais évidemment, c'est une condition qui existe. Il y a des femmes qui s'en cachent parce qu'elles ont honte. Parce que moi, j'ai eu honte aussi. Ouais. Je désirais cet enfant, je C'est désirais cette culpabilisant, en fait. on a honte de dire, ben, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, je voulais cet enfant. Maintenant, je veux dire, c'est ma vie qui est en danger. On a l'impression que notre vie est en danger, que la grossesse, vraiment, devient catastrophique dans notre tête. Et donc, il faut être accompagné parce que c'est très difficile. On porte beaucoup de honte, comme en postpartum. Beaucoup de femmes vivent de honte. C'est dommage parce que c'est chimique, c'est que chimique. C'est que Ouais. chimique. Mais ça reste hyper culpabilisant. Ça devrait être Ouais, le plus beau de ta vie, ouais, tout ça. On la ouais, connaît, l'histoire. Ouais. ouais. Et il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est le rôle du conjoint dans tout ça. Enfin, la Mm, place du conjoint dans cette histoire. Et notamment, je ne l'ai pas écouté encore, mais le premier épisode de ton podcast mm, Hormones et compagnie, c'est ça? mhm, mhm, Et en fait, la parole que tu laisses à ton conjoint. mm. Mais j'ai trouvé ça très important parce que quand j'écrivais mon livre, au début, on dit mon chum au Québec, mon chum, mon conjoint, qui s'appelle David, voulait pas, a trouvé ça difficile que je parle évidemment de mon intimité à ce point, de notre intimité, parce que ça le touchait beaucoup. Puis finalement, au fur et à mesure, j'écrivais le livre, là, il a compris que je lui ai expliqué que je trouvais ça important de tout dire parce que je voulais être le plus transparente possible auprès des femmes pour qu'elles-mêmes se reconnaissent. Voilà. Et donc, pendant que j'écrivais le livre, je réalisais encore plus à quel point la présence de mon conjoint m'avait un peu sauvé la vie, finalement. Je devrais le dire comme ça. Dans mon cas, ça a été ça. Et sauver la vie, pourquoi? Parce que quand on est aussi vulnérable, la réaction de la personne, conjointe, évidemment, peu importe, là, la personne avec qui on vit ou dont on est proche, sa réaction peut du tout au tout nous plonger dans un désespoir complet ou nous permettre de tenir la tête hors de l'eau. Vraiment, parce qu'on est tellement vulnérable au moment. Et comme je vous dis, on change de personnalité, de force du jour au lendemain, à 10 jours de ses règles à peu près. On n'est plus la même. C'est-à-dire qu'on n'a pas la rationalité. Alors, peut-être qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que maintenant que tu sais que tu souffres du trouble dysphorique prémenstruel, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de te raisonner un peu? C'est impossible. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est impossible. Il y a quelque chose qui se prend. C'est comme une personnalité. C'est pas une personnalité, je ne devrais pas dire ça, mais la chimie dans notre cerveau fait en sorte qu'on n'est plus capable de se raccrocher autant à la réalité. Et donc, la réaction de la personne avec laquelle on vit est extrêmement importante. Et donc, tout ça pour se dire que j'ai donc décidé de faire mon premier podcast avec mon conjoint. Et on parle ensemble de ce qui nous a aidés, en fait. De ce qui nous a aidés. Et la première chose que je dis dans le podcast, je pense, je m'en souviens bien, c'est ce qui a été le plus important, c'est qu'il m'ait cru. C'est-à-dire qu'il ait cru que je souffrais et qu'il m'a accompagnée dans cette souffrance. Pas toujours bien, je ne sais pas le nombre de disputes qu'on a eu à ce sujet, je ne sais pas, la souffrance a été difficile pour lui aussi, il faut dire. Hein. Ça a quand même une répercussion sur les personnes qui nous entourent. Il ne faut pas minimiser non plus les deuils que lui a dû faire, la souffrance que lui a subie, les fois où il a dû arrêter de travailler en plein milieu de la journée pour venir s'occuper de moi parce qu'il sentait que je n'étais pas capable de m'occuper de ma fille et de notre fille.
voilà. Et donc, mais le fait que les jamais remis en question ma souffrance, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis après, le fait qu'au niveau familialement, on prenne ça. Voilà, quand j'ai été diagnostiquée, ça a aidé. Moi, j'ai mis dans notre agenda familial, voilà, quand est-ce que j'allais avoir mes règles, quand est-ce que j'aurais certainement, quand est-ce que lui disait, quand est-ce qu'elle disparaît. Sarah va disparaître. Je suis comme un sous-marin. Donc, 10 jours par mois, hop, on compte plus sur maman, on compte plus sur Sarah. Évidemment, ça reste théorique. Évidemment que je devais souvent quand même être présente, puis évidemment que en larmes, ni laver depuis 4 jours, dépressive, je devais faire la vaisselle et voilà, et m'occuper de ma maison. Et c'est très sexiste ce que je dis, mais que je devais bosser. Je veux dire, je ne fais pas que m'occuper de la maison. Voilà, c'est très bon. J'ai marié un Français, je m'excuse, mais je continue. Je suis celle qui fait la vaisselle. Je ne sais pas si ça a évolué, mais le partage des tâches n'est pas tout à fait équitable, disons-le comme ça. Pas autant qu'avec mes amis. À l'objet d'un deuxième live. Voilà. On Mais tout ça pour dire que, évidemment, que je ne pouvais pas disparaître complètement. C'est illusoire de penser qu'on peut. Mais c'est vrai que le fait que ça soit accepté me permettait de, dans mon lit, coucher, à pleurer ma vie et à me sentir nulle et horrible et moche et tout. Mais au moins, j'avais un conjoint qui me disait pas, lève-toi, va marcher, ça va te faire du bien. Voilà. Donc, ça, c'est une des choses. Mais c'est vraiment important parce que c'est. Reprends-toi, attends, ça suffit. Oui, voilà, reprends-toi, voilà, va faire du sport, ça va te faire du bien. Moi, on me disait tout le temps ça. Allez faire du sport, ouais, vous allez, ça va vous faire du bien. Mangez bien. Ça... Oui, d'accord, mais voilà. Donc ça m'a aidé et j'essaie d'apporter un petit peu, pas seulement de l'espoir, mais quelques apprentissages. J'ai envie de les transmettre parce que je pense qu'on a réussi quand même à la fin à se trouver un bon rythme qui nous a permis de survivre et surtout de rester ensemble parce qu'il y a ça aussi. Passer à travers des étapes comme ça, c'est pas facile hein, dans un couple. Déjà qu'un couple, c'est pas facile, mais là, passer à travers une étape comme ça, ouais. Donc voilà. Mais oui, je trouve qu'il faut démystifier aussi toute cette question-là autour du couple. Vraiment. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose... Attends, je lis. Ah, c'est encore une étoile. Ça fait du bien d'entendre ça. Bah ouais, ça fait du bien d'entendre ça. Et surtout avec ouais, la légèreté, pour parler de sujets graves. La légèreté que toi, tu mets Ouais. pour... Ouais, ben c'est sûr que si vous m'aviez connue au moment, si on s'était parlé pendant ma période prémenstruelle, j'aurais pas été si légère. Non, mais je pense que c'est important de pouvoir en parler de façon générale. Je pense qu'il faut se donner le droit aussi d'être lourde et d'être triste et malheureuse et de trouver ça très difficile. Mais je pense que mon premier message, c'est l'espoir, puis c'est surtout de dire aux femmes qu'elles sont ni seules, qu'elles sont ni folles, et qu'il y a de l'espoir, évidemment qu'il y a de l'espoir. Et là, je ne m'adresse pas juste à celles qui ont un trouble dysphorique prémenstruel. On pourrait parler d'endométriose pendant aussi longtemps, mais aussi des symptômes hormonaux qui font en sorte que, voilà, elles ont de la difficulté dans leur vie intime, difficulté au niveau du travail, difficulté à être maman, difficulté à être conjointe. Les hormones ont un impact dans notre vie, puis je sais que vous savez, puisque vous avez décidé d'en faire un peu votre cheval de bataille, puis je trouve ça... Moi, je suis tellement admirative de ce que vous faites et de voir ce mouvement tranquillement. Hein. On sent qu'il y a comme quelque chose qui est en train de se passer au niveau de on libère la parole, on, on, on prend ces sujets-là avec beaucoup plus de sérieux, ben, tout en s'entraidant finalement. C'est ça que j'ai l'impression. C'est ça en tout cas que ça me donne comme impression, vraiment. Donc, ouais. Ouais, on essaye de... Ouais, parce qu'on a chacune dans nos vies... Ah, attends, je finis juste. On a effectivement chacune dans nos vies des moments particuliers, des syndromes prémenstruels compliqués, des Oui, postpartum un peu lourds, oui, etc., etc. Et toutes de façon hyper différente. Et effectivement, en parler et identifier, ne serait-ce que nommer, en fait. oui, Avant même d'en parler. Enfin, oui, la question, c'est être capable de le dire déjà. oui. C'est... euh, moi aussi, j'ai la sensation que la parole se libère là-dessus. Ouais. Et il y a une question, c'est est-ce que c'est génétique? Ah, on ne sait pas. La vraie réponse. Je pense que les études sont en train de faire ressortir qu'il y a une possibilité génétique, mais je ne veux pas me prononcer parce que les études sont pas assez concluantes pour l'instant. Il y a de toute façon pas assez d'études. Non, mais Je vais y aller. J'ai le globalement, il y feeling a que pas c'est assez. génétique. Il n'y a pas d'études. Non, Ben, surtout pas dans le monde francophone. Il n'y a rien. Il y a rien. Il n'y a rien dans le monde non. Il y a francophone. quelques. J'avais regardé un peu pour préparer le live, les études et notamment le bouquin que j'ai montré, là, ils en citent quelques-unes.
sur donc une étude en 2016 sur l'association entre pilules et dépression. Oui, Une autre étude, donc celle-là, elle est américaine. Une autre étude danoise cette fois-ci entre pilules toujours et suicide, oui, etc., etc. Donc il se passe des choses sur la oui. question de... Beaucoup dans le monde anglo-saxon, c'est ce que je voulais dire. C'est beaucoup dans le monde Ouais, plus anglo-saxon. ouais, Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans le monde francophone, puis justement, on est la preuve qu'il se passe des choses, mais au niveau de la recherche, pour dire si c'est génétique ou pas, je ne peux pas y répondre, mais je trouve ça tellement intéressant, l'association, les questions d'association avec la pilule. Ça aussi, il y a tellement de sujets dont il faut parler par rapport à la pilule, parce que ça a rendu malade beaucoup de femmes et qu'on avait peur d'en parler, parce que finalement, ça a été vécu comme une libération sexuelle, mais aussi, ça a apporté un lot de problèmes assez sévères chez beaucoup de femmes. Ouais. ouais. On va en parler des heures, mais oui. Est-ce qu'il y avait d'autres? Un sujet qu'on n'a pas abordé et que t'aimerais, quelque chose que tu aimerais dire. Ou pas, Écoute, hein. écoute, ben, s'il y a des questions, je me demandais s'il y avait des questions, surtout parce que j'essaie surtout de. Moi, comme tu as vu, je peux m'emballer, parler pendant des heures. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires, mais non, vraiment. En fait, la chose que je peux rajouter, c'est l'importance de rester doux avec soi-même. Je trouve qu'on vit dans un monde qui nous demande beaucoup d'être productif et voilà, qu'il faut faire rouler la machine constamment et que ça peut nous amener parfois à oublier de rester en contact avec soi-même et de rester doux et de savoir que c'est pas notre faute. Si on est souffrant, peu importe la souffrance hormonale dont vous souffrez, voilà. Donc, je trouve que j'essaie de rappeler beaucoup à celles qui nous écoutent ou à ceux de ne pas oublier la douceur et l'empathie envers soi-même parce que vous l'aurez pas nécessairement de l'entourage ou du médecin qui va vous regarder en vous disant que vous êtes timbré ou voilà, il faut apprendre à rester doux et empathique envers soi en sachant que c'est pas notre faute. C'est vraiment, c'est peut-être ça que je voulais rajouter. Il y a un joli commentaire sur c'est le genre de choses qu'il faut vivre pour comprendre entièrement. Et quelqu'un d'autre a ajouté, Sarah d'ailleurs, qui dit même quand on le vit, on a du mal à le comprendre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, elle a raison. Elle a raison, on se comprend pas soi-même. Ça prend du temps à accepter aussi. Il y a les questions de deuil dont on pourrait parler aussi. Il y a beaucoup de deuil à faire. On a tous des deuils à faire. C'est pas que les personnes qui ont des conditions comme ça, mais évidemment, c'est tout un deuil que de constater que notre vie du jour au lendemain est finalement complètement conditionnée en fonction de ses règles. C'est incroyable. C'est vraiment un deuil à faire. Ça, c'est toute une question aussi. Mais avant de passer au deuil, il faut passer au travers aussi. Il faut réussir à trouver des moyens. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus toujours entendre ce que je dis comme s'il n'y avait une seule voie. Hein. Moi, ça a été l'hystérectomie, l'ovariectomie, j'arrête pas de le répéter. Ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas des solutions pharmacologiques ou naturelles. Il y a beaucoup de femmes sur des forums qui trouvent et qui le mentionnent et qui en témoignent. Donc voilà, c'est juste une solution unique pour chacune d'entre nous. Ouais, ouais. Merci Sarah. Merci à toi. J'ai Merci. un petit service à te demander parce que c'est toi qui on a eu un Ah, problème technique. Donc c'est toi qui. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé s'il y aurait un replay. Donc est-ce que tu oui. peux enregistrer? Alors là, oui, je vais tout faire pour. Tu vas voir, c'est hyper La, facile. la pression est trop forte. Sinon, Ah, on bon, refera un live, c'est pas grave. on perdra pas le live. Donc, merci de cette générosité. Merci, voilà, du partage. Puis à mon tour, ça sera à mon tour la prochaine fois de t'inviter pour que vous parliez de vos initiatives qui sont merveilleuses. Ça marche. Merci beaucoup, Sarah. Vraiment. Merci. Et Merci. bonne soirée. Enfin, bonne journée. Oui, bonne journée, bonne soirée à toi. À vous. Au Salut. revoir.